Bienvenue dans Be Back, le podcast qui accompagne ceux qui traversent une épreuve de santé, pour soi ou pour un proche. Je suis Suzanne Loriou, spécialisée en épreuves de santé, patiente experte et créatrice d'un accompagnement qui s'appelle Éléments. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai vécu une épreuve de santé enfant, une opération de la colonne vertébrale, et c'est ce vécu qui nourrit aujourd'hui mon engagement, transmettre tout ce que j'aurais aimé savoir à votre place, parce que la vérité c'est qu'une épreuve de santé, on n'y est jamais préparé et ça nous tombe dessus. Dans ce podcast, vous découvrirez des témoignages de résilience, de familles, de petits, de grands qui ont traversé ce chemin. Des partages d'outils concrets et de pratiques pour vous aider à surmonter les moments difficiles, les douleurs, les grandes peurs, et des formats d'interviews croisés avec des professionnels de santé pour multiplier les regards sur ce que nous vivons tous et pour lequel on n'est jamais vraiment préparé. Chaque épisode est une invitation à découvrir des ressources, des histoires et des conseils pour traverser cette période avec plus de confiance, de compréhension et de résilience. On est au 3e épisode de la série avec toi Zoé. Merci d'être là encore une fois. Si tu nous rejoins pour la première fois, sache qu'il y a eu 2 épisodes avant, donc je t'invite vraiment à aller écouter les 2 premiers. On a parlé de l'enfance avec un corset, puis de l'opération et de tout ce qu'on ne dit jamais sur l'après, justement. Et aujourd'hui, on arrive à ce que je vais appeler la vraie vie d'après, c'est-à-dire pas la convalescence, pas les premières fois forcément. Ça, c'était l'épisode 2. Non, là, c'est vraiment la vraie vie d'après, des années d'après, quand les médecins te disent que tout va bien, que tu rentres à la maison, que tu reprends ta vie, et que peut-être que tu te retrouves face à un corps que tu dois réapprendre à habiter complètement. Peut-être aussi face au miroir, face aux autres, face au regard des autres. Et puis, j'allais dire face à soi-même. Je pense on est beaucoup quand même à se retrouver quelques années après face à nous-mêmes, face à tout ce qui s'est passé. Donc c'est un peu, ouais, je pense l'épisode qui va être le plus universel de la série, parce que c'est vraiment cette question de comment je vis avec le corps que j'ai. Euh, donc ça concerne nous quand on a vécu avec une scoliose, mais ça concerne énormément, énormément de personnes également. Donc c'est ce que je disais, c'est, je pense, l'épisode le plus universel qui va toucher, qui va résonner peut-être chez le plus grand nombre. Zoé, est-ce que tu es prête pour cet épisode 3? Oui, oui. Trop bien. Est-ce que tu veux nous redire juste 2 mots un peu pour te présenter, pour ceux qui n'ont pas écouté les 2 premiers épisodes? Oui, alors du coup, moi, c'est Zoé. J'ai bientôt 26 ans. Je suis mariée depuis bientôt 1 an, mais en couple avec mon chéri depuis 12 ans. On attend notre premier bébé. Je suis éducatrice, du coup, spécialisée en pédopsychiatrie. Voilà. Ok, trop bien. On va commencer par le rapport au corps. Euh, Il y a une question qui m'est venue, c'est à quel moment tu as eu l'impression de, entre guillemets, habiter ton corps à nouveau, ou peut-être pour la première fois, après ton opération, après cette enfance un peu chahutée autour de la scoliose? Ben, en fait, assez rapidement, parce que du coup, quand on porte le corset, on a un rappel chaque minute, chaque seconde de la journée, on a ce rappel de notre dos, de notre corps, voilà, de cette problématique autour de la scoliose. Alors, je me souviens que même après l'opération, alors les premières semaines, le premier mois est un peu difficile. On est hyper ralenti, on est fatigué, on a des douleurs. Mais dès que j'ai pu, en fait, au bout d'un mois et demi, ça a été assez rapide pour moi, mais dès que j'ai pu me remettre debout, en fait, et ne plus avoir ce corset qui m'enfermait. Déjà là là, je me suis dit, ok, là, ça y est, je reprends contrôle de mon corps et je ne suis plus enfermée dans ce corset. Et même si j'avais encore ces douleurs, que je me sentais encore limitée, il y avait vraiment un peu ce déclic de là, il y a quelque chose de différent, vraiment. Ok. Donc finalement, parce que la colonne vertébrale, elle est quand même fixe, donc tu pourrais Mm. aussi avoir cette impression de raideur, etc. Mais toi, c'était vraiment l'aspect le fait qu'on t'enfermait avec un corset extérieur. Là, Ouais. tu l'as enlevé, finalement, tu t'es retrouvé littéralement, quoi. Carrément, parce que la raideur, en fait, alors déjà, je suis pas très souple de base, et encore plus quand on grandit dans un corset, je pense qu'on prend naturellement cette position très droite, et du coup, cette position, je l'avais avant et je l'ai eu après. Donc ça m'a pas beaucoup changé. Je dirais que c'est plutôt vraiment la sensation
de pouvoir respirer sans être serré, en fait, sans avoir constamment ce rappel sur ma peau du corset. Ouais. En fait, c'est passé par la respiration, ouais. Pour toi, notamment. Beaucoup, ouais, beaucoup, et sur le fait de, pareil, de pouvoir manger librement sans penser à, ah oui, mais si je bois de l'eau gazeuse, mon estomac va gonfler, je serai mal, je vais devoir desserrer mon corset. Enfin, en fait, je pouvais tout faire sans réfléchir constamment aux conséquences que potentiellement ça allait avoir. Je pouvais mettre un t-shirt sans réfléchir et me dire, ah oui, mais là, on va voir mon corset. Ah oui, mais là, ça peut, enfin, voilà, il y avait toute cette liberté, en fait, cette charge mentale en moins, je dirais, et qui était hyper, enfin, ouais, cette liberté qui était hyper agréable, quoi. Bah, en fait, c'est vrai que, enfin, on se rend pas compte, et je pense que même Mm. aujourd'hui, on a un peu oublié finalement, euh, Oui. quand on mange, genre, le corps, il gonfle, quoi, littéralement, quand on boit et dès qu'on boit, et en fait, on s'en rendait compte hyper vite en grandissant dans un corset, c'est que tout était à adapter après, à partir du moment où on faisait quelque chose, ça avait un impact sur notre corps, et du coup, on devait adapter, nous, avec le corset, etc., l'ouvrir, le resserrer, Mm. l'enlever. Et encore plus, je me souviens quand j'ai eu mon plâtre, le plâtre, on ne peut pas l'enlever. Et du coup, les médecins étaient hyper vigilants en disant, vraiment, faites attention parce il peut y avoir des conséquences qui peuvent être assez graves si en fait vous mangez trop et que votre estomac n'a pas la place de gonfler. Et du coup, j'avais une petite ouverture en triangle au niveau de l'estomac pour quand même avoir un peu cette marge. Et il m'avait expliqué en me disant, mais si jamais vous mangez trop, on va être obligé en fait d'opérer pour vider l'estomac parce que ça peut être dangereux. Et du coup, je m'étais dit, mais oh, mon Dieu, quelle horreur! Et du coup, je faisais attention, c'est-à-dire qu'on m'avait dit, les chewing-gums, ça fait gonfler le ventre, les boissons gazeuses. Et du coup, je faisais attention à tout, quoi. Alors après, avec le corset, moins, parce que je savais que je pouvais le desserrer. Mais du coup, il y a toujours quand même cette petite voix dans notre tête qui nous dit, bah, attention à ça, attention à ça. Et c'est vrai qu'on est jamais trop tranquille quand même. Ouais. Comme s'il n'y avait pas de marge de manœuvre. Ouais. L'image était belle de la charge mentale. Je pense qu'on se rend pas compte. Et je suis même pas sûre que les proches se rendent vraiment compte autour de nous de toutes les petites choses. Parce que finalement, quand tu desserres ton corset, personne ne le voit. Tu peux le faire assez facilement. Puis tu deviens une pro finalement à t'adapter comme ça, quoi. Donc je suis pas Ouais. sûre que même les proches captent à chaque fois notre Non. stratégie d'adaptation finalement. Oui, oui, ça se fait un peu, oui, ça se fait discrètement et dans le quotidien, en fait, mêlé à tout le reste. Et nous, on le sait, on l'a constamment dans la tête, mais effectivement, je pense pas que ce soit des choses que les gens autour, enfin, voient, hein. Un peu comme finalement quand t'as un peu mangé, que t'as envie de desserrer ton pantalon, tu enlèves le bouton, tu vois. C'est C'est ce ça, qu'on exactement. la même C'est chose, exactement ça. beaucoup plus haut et ce qui contient même le côté des poumons, de la respiration en fait. Oui, Euh, oui. Comment ton corps il bougeait au début? Donc là on parle de post-opératoire. Enfin, quelles limites ça t'imposait et comment tu négociais avec ça? Parce que du coup la carapace elle était plus externe, elle était interne. Et comment est-ce que tu as vu ton corps bouger? Au début, je me souviens que je maintenais physiquement la position du corset. C'est-à-dire que j'étais toujours très droite, très, comme si je me retenais un peu de respirer pleinement. Enfin, comme si mon corps était encore marqué du corset, alors que je l'avais plus. Et ça a duré quand même un petit moment. Et en fait, c'est au fur et à mesure de me tester finalement physiquement, de recourir un peu, de refaire un peu de sport, de remanger, voilà, un McDo, quelque chose comme ça. Bah, là où je me suis dit, ah, finalement, là, ça passe maintenant. Ok, là aussi. Et en fait, je me suis vraiment dit en me disant, ok, mais en fait, laisse tomber tes épaules. Enfin, il n'y a plus rien qui te maintient en dessous, mais c'est bien, en fait, c'est une bonne chose. Et du coup, c'est vraiment, en fait, je dirais pas qu'il y a eu un moment clé, je dirais que c'est vraiment au fur et à mesure que ça s'est fait, où je me suis testée, où je me suis dit, ah, ok, alors là, quand je fais ça, j'ai encore un peu mal, mais en même temps, je viens d'être opérée, c'est normal. Et du coup, c'est vraiment en me testant, finalement, chaque jour, dans différentes choses, qu'au bout d'un moment, je me suis dit, bon, bah, en fait, là, c'est bon, maintenant, mon corps est libre et finalement, je peux laisser tomber un peu cette posture enfermée dans le corset parce que je n'ai plus le corset. Ouais. Mais en fait, réhabituer autant ton corps que ton cerveau à vivre un peu différemment, quoi. Vraiment. Oui, parce que finalement, en fait, mon corps n'était plus enfermé, mais mon cerveau l'était encore parce que je maintenais ça. Alors que, et du coup, j'ai dû me manipuler, entre guillemets, mentalement et me dire, non, mais là, c'est bon, en fait, arrête, il n'y a plus rien, vraiment. On est tranquille, quoi. Est-ce que tu as des choses
que tu as fait à ce moment-là, comme tu disais, pour manipuler ton cerveau et que tu aurais envie de partager avec des gens, des petits tips ou des choses, ou c'est juste dans le quotidien de savoir oser des petits pas de côté sur des choses qu'on n'oserait pas faire, etc. Alors, je pense que ça dépend aussi de l'âge qu'on a quand ça arrive. Euh, J'avais 14 ans et je pense qu'à 14 ans, on a une insouciance et on a un besoin de liberté, d'être tranquille, de ne pas avoir ses parents sur le dos, justement. Et du coup, en fait, pour le coup, c'est plus ce côté-là qui m'a, qui m'a libérée un peu de tout ça, où j'avais pas envie de passer à côté. Pour le coup, en plus, c'est arrivé au moment des vacances d'été avec tous mes copains, mes copines, etc. Et j'avais pas envie de passer à côté de ça. Donc, en fait, c'était comment est-ce que je peux être le plus normal possible. Et en fait, je me suis pas posé la question de me dire oui, mais non, fais attention. Non, en fait, là, ça y est, je n'ai plus besoin de. Enfin, j'ai plus tous ces soucis. Et du coup, je vais être comme les autres un peu. Il y avait ce côté-là quand même où j'avais besoin d'appartenir à un groupe sans être trop différente parce qu'on est souvent quand même stigmatisé comme ah oui, c'est la fille au corset ou la fille. Là, j'avais plus tout ça. Et du coup, je pense que c'était vraiment l'âge pour le coup qui a quand même vachement aidé à vite laisser tomber tout ça et à me sentir libre. Ouais, et puis à oublier, à passer à autre chose. Je te Ouais, rejoins vachement là-dessus. Je pense que moi, je l'ai eu à 14 ans aussi, mon opération. Et je pense que c'est pas que tu décides, mais en fait, à la fin, tu dis, ok, c'est bon. Genre là, j'ai passé toutes les épreuves du feu. Maintenant, ouais, c'est à moi. Et il y a un truc, ouais, d'insouciance où tu peux même te retrouver à faire des trucs que, entre guillemets, si t'étais adulte, t'aurais peut-être pas osé faire ou pas osé retenter. Et là, tu le fais juste parce que, ben, ouais, il y a l'énergie du groupe, de l'enfance. ouais. Ça, c'est sûr. Enfin, je sais que c'est des choses que j'aurais jamais, enfin, j'aurais pas fait adulte, je pense, parce qu'aller courir le soir pour jouer, enfin, aller à la plage, enfin, c'est des choses où je pense que j'aurais été beaucoup plus, je me serais beaucoup plus écoutée. Alors que finalement, en fait, si on fait confiance à son corps, je pense que plus on mentalise le fait d'être opéré, de potentiellement avoir mal, etc. Plus on a mal, plus on est entre guillemets un peu voilà, en convalescence, alors que moins on le mentalise, bah, finalement, plus on a une vie normale. Enfin, je suis persuadée de la force du mental là-dedans, et que plus on est entouré de gens qui ne nous stigmatisent pas derrière le ah oui, non, mais fais attention, mais bah, en fait, si les gens nous considèrent comme quelqu'un de tout à fait normal, et ben en fait, ça aide vachement. Alors évidemment, en prenant soin quand même, parce que faut pas faire n'importe quoi sur du post-opératoire. Mais tant qu'on se sent en fait de le faire, faut pas se mettre des bâtons dans les roues, faut pas se freiner, je pense vraiment. Mais c'est très bien ce que tu dis, c'est très beau. Et en fait, ce qui me fait, enfin, en t'écoutant, je me dis que c'est vraiment la question de l'identité derrière. C'est-à-dire, nous, on a tout de suite repris notre identité de enfant et de Mm. enfant normal, entre guillemets. Enfant qui voulait partir avec ses amis ou enfant qui voulait partir. Moi, c'était avec ma famille, tu vois. Je voulais partir Oui. en vacances et faire le poirier dans la piscine. Bah, dans ma tête, c'était très Ah, clair. Et peut-être que si on avait été plus, enfin, peut-être que oui, plus adulte, on choisit davantage, en tout cas, on a peut-être un truc, ouais, une appétence à choisir davantage l'identité du malade, mm. la personne qui est en convalescence, qui a besoin de 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois pour s'en remettre, entre guillemets. Nous, je pense qu'il y a eu un truc de très, tu sais, comme s'il y avait une force à l'intérieur de nous de vivre, en fait. Carrément, mais je pense que d'autant plus quand on a vécu ce qu'on a vécu avec le corset, d'être enfermé, enfin le besoin de liberté, je pense il est encore plus fort. Quand tu as connu l'enfermement, tu as envie que, voilà, de ne plus jamais vivre ça et du coup voilà, de vivre pleinement ce que tu as à vivre, quoi. Moi, je le vois vraiment comme ça, en tout cas pour moi, c'était le cas. Ouais, je comprends. Bah, enfin, je suis contente de l'entendre de toi, parce que moi, je pensais que toujours c'était... On en parlait tout à l'heure, je pensais que j'étais Sagittaire, et le Sagittaire, enfin, le truc, c'est la liberté, et je me disais, ça doit être juste dû à ça, mais en fait, on est plus... Enfin, je crois pas que je suis Sagittaire, donc c'est Ouais, aussi non. l'histoire de la vie qui fait qu'on a besoin... Ouais, Mm. je pense. Quels ont été les premiers gestes ou les premières activités qui t'ont permis de renouer avec toi? Donc, pas la rééducation médicale, tu vois, mais qu'est-ce qui venait vraiment de toi?
Pour le coup, c'était vraiment là ce dont on vient de parler, le fait de pouvoir sortir avec mes amis, de pouvoir reprendre le sport. Alors le sport, j'ai dû reprendre vraiment en douceur. J'ai du basket du coup à ce moment-là. On m'avait dit pas avant au moins 6 mois. J'avoue que ça a été trop difficile d'atteindre. Du coup, j'allais aux entraînements et je prenais juste un ballon. En fait, je faisais pas l'entraînement avec les autres. Je prenais mon ballon et en fait, je me réentraînais juste à dribbler. Après, au fur et à mesure, j'essayais de shooter. Enfin, voilà, c'était vraiment en douceur sur le côté. Mais pour m'imprégner quand même de l'énergie qu'il y avait finalement pendant les entraînements, parce que je savais que physiquement, j'avais pas la capacité de reprendre tout de suite, mais j'avais besoin en fait de tester mon corps quand même et de lui dire là, ça y est, maintenant, on y est, on va s'entraîner. Et après, il y aura plus d'excuses, quoi. Donc, c'est passé quand même vachement par le sport, par le physique. En tout cas, j'avais vraiment besoin voilà, de réhabituer mon corps à ce changement. Ouais. Et ce qui me vient en t'entendant là, c'est aussi que tu as eu la chance de ne pas arrêter le sport pendant toutes Oui. les épreuves. Donc ça, c'est aussi important que Mm. de retenir que peu importe... alors, enfin, je sais pas toi, par exemple, moi, je faisais de la danse et je sais qu'avec le corset et le plâtre, on m'avait dit non, on arrête la danse. Donc ça a été un des trucs qu'on a Ah ouais. arrêté. Et le seul truc qui me revient, c'est un peu la piscine, tu vois, où je pouvais continuer. Et c'est vrai que c'est le premier sport, finalement, qu'on reprend juste après, parce que c'est celui avec lequel on a le plus d'atomes crochus, entre guillemets, et puis le plus de familiarité. Donc, Mm. j'ai repris vraiment avec le basket quelques mois après. Comment est-ce Mm. que ça s'est passé donc après, comme tu disais, ça a été un peu progressif. Mm. C'est un sport que tu fais toujours aujourd'hui ou est-ce qu'il y a eu plein d'autres sports que tu as découvert? Non, alors j'en ai fait pendant très 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 longtemps du basket. J'ai commencé quand on pouvait commencer au baby basket, je sais plus quel âge c'est, mais ça fait 4 5 ans. Et j'en ai fait jusqu'à la fin du lycée, en fait, jusqu'à mes 18 ans. Et pour le coup, moi, le sport, mon médecin m'a dit, enfin, m'encourageait à continuer le sport en me disant que avec le corset, en fait, nos muscles étaient maintenus tout le temps et que du coup, bah, ça pouvait vite fondre, entre guillemets, alors que de continuer le sport, ça maintenait en fait ses muscles aussi et que c'était hyper important pour l'après. Donc, pour le coup, moi, j'ai été plutôt encouragée de ce côté-là à continuer le sport. Et du coup, j'ai continué après avec le lycée, mais j'ai été en internat et du coup, les entraînements de la semaine, je pouvais plus les faire, donc je pouvais faire que celui du vendredi. Donc j'ai maintenu ça pendant 3 ans, du coup mes 3 années d'internat. C'était pas simple parce que du coup on travaillait des choses en fait en équipe où j'étais pas là et du coup sur les matchs ben il fallait que je m'y remette, c'était pas simple. Donc après j'ai arrêté parce qu'en plus je suis partie faire mes études dans une autre région en France, donc c'était pas possible de continuer. Mais par contre à l'internat, on a eu la chance, on avait un animateur qui était super et qui adorait aussi le sport. On avait la chance d'avoir un city stade à l'internat, enfin dans l'enceinte du lycée. Et j'avais ma copine de chambre qui était hyper sportive aussi. Et en fait, pratiquement tous les soirs, on faisait du sport. Il y avait des initiations au rugby, au street workout, du sport de rue. On faisait de la muscu. Enfin, on a fait tous les soirs pratiquement. On se dépêchait de finir nos devoirs pour sortir en fait et aller faire notre sport. Et pratiquement tous les soirs, on faisait du sport. Le samedi, en plus, j'avais le match de basket. Enfin, ça a été l'après-corset, l'après-opération plutôt. Ça a vraiment été une période où j'ai repris position de mon corps, mais où j'ai fait vraiment beaucoup de sport parce que ça me déchargeait, parce que ça me faisait du bien physiquement, parce que j'adorais ça. Et alors après, du coup, en partant du coup dans le nord de la France pour faire mes études, j'arrivais dans une région que je connaissais pas, donc me réinscrire dans un club, c'était un peu trop compliqué. Puis j'avais d'autres choses en tête à ce moment-là, parce que je quittais toute ma famille, alors pour rejoindre mon chéri du coup, mais c'était pas simple non plus de se réintégrer dans une nouvelle ville. Et du coup là, j'ai eu une petite période un peu plus latente avec le sport. Et en fait, je l'ai senti, ça me manquait. Du coup, j'essayais d'aller courir quand je pouvais. Mais c'était vraiment une période où un peu de flottement, mais parce que je pense que j'étais vraiment concentrée dans mes études. Donc, j'essayais de faire du sport avec les enfants de temps en temps. Pendant le confinement, pour le coup, j'ai bossé sur un groupe d'adolescentes.
Du coup, j'essaie de faire un peu de sport. Mais c'est un moment où j'ai senti un peu ce flottement-là, où finalement, j'étais plus concentrée sur mon intellect que sur mon physique. Et par contre, après mes études, je suis revenue vivre du coup dans la région de mon enfance, où là on s'est installé, on a acheté notre maison, etc. Et là tout de suite, quand on a acheté notre maison, c'est ok, qu'est-ce qu'il y a autour? Là, j'ai besoin de reprendre une activité physique, mais quelque chose en fait où j'ai un rendez-vous chaque semaine où je peux y aller, je retrouve les mêmes personnes et j'avais vraiment ce besoin-là de refaire du sport. J'ai eu de la chance, du coup, dans mon village, il y a une super coach sportive qui propose des cours de cross-training, du coup, hyper physique. On fait du cardio, on fait de la muscu, elle fait du pilates aussi. Et du coup, je me suis remis pas mal au sport, en fait, là, du coup, depuis 3 ans. Alors, beaucoup l'année dernière, parce que du coup, avec le mariage, j'avais envie de me sentir hyper bien dans mon corps. Et pour le coup, ça passe vraiment par le sport parce que ça me vide la tête et parce que aussi physiquement, c'est toujours agréable de voir des résultats. Et du coup, là, je me suis vraiment mis à fond dans le sport. J'allais courir. Après, j'adore marcher. On randonne énormément. Avec mon chéri, on adore les vacances à la montagne. On part en bivouac, la tente sur le dos et on va marcher dans la montagne. Enfin, c'est l'endroit où on s'est rencontrés, la montagne. Et du coup, je pense que c'est hyper important pour nous. Ça nous suit et du coup, on adore faire des grandes randonnées sur toute la journée. Mais voilà, le sport, pour le coup, ça me encore plus aujourd'hui, j'ai l'impression. J'ai vraiment eu tout de suite après où ça a été hyper intense, une petite période de latence et où je me suis rendu compte qu'en fait, c'était trop important pour moi et je trouve mon équilibre à travers le sport. Donc là, avec la grossesse, forcément, j'ai dû ralentir un petit peu, mais j'ai continué le sport. Là, je suis pratiquement à 8 mois de grossesse et je continue tous les jeudis d'aller au sport et j'essaie de marcher tous les jours ou en tout cas plusieurs fois dans la semaine. Et je suis contente vraiment d'y arriver. J'espérais pouvoir faire un peu plus, mais bon, j'écoute mon corps aussi, voilà. Mais j'ai hyper hâte de pouvoir reprendre le sport à la rentrée. C'est vraiment, ça me manque, quoi, je le sens. Ouais, c'est vraiment une question d'équilibre aussi pour toi. Ouais, Euh, vraiment. donc finalement, il y a plein de choses que même t'as fait et tu fais encore aujourd'hui, que même on aurait, enfin des fois on peut ne pas oser, par exemple courir, euh, Mm. faire du sport un peu comme tu dis de haute intensité. Donc est-ce que c'est des choses où t'as eu tout de suite, enfin c'était ok pour toi de reprendre ou t'as eu un peu peur ou on t'avait dit de faire attention ou... Non, alors, on n'aurait pas forcément dû te faire attention. De toute façon, après, enfin, c'est toujours un peu le conseil, mais je trouve que c'est un bon conseil, c'est écoute ton corps. En fait, si tu te sens de le faire, fais-le. Si tu sens que finalement, t'es pas à l'aise avec ça, eh ben, prends le temps de voir comment tu peux être à l'aise pour le faire. Euh, Moi, je ne veux pas être définie par ça, entre guillemets, et du coup, je veux faire, entre guillemets, comme on me demande de le faire. Par contre, il y a des réalités, je sais qu'il y a des choses que je ne peux pas faire à cause de mon dos. Tout ce qui va être les relevés d'abdos, etc. En fait, le fait d'arrondir le dos, je ne peux pas le faire. Donc ça, c'est une réalité. Mais du coup, alors, je pense que la plus belle façon, enfin, une des plus belles façons de traiter ça, en fait, c'est l'autodérision. Moi, je rigole énormément de moi-même parce que je trouve ça hyper fun, en fait, des fois, d'être bloqué sur le dos. Enfin, ça me fait rire parce que c'est comme ça, c'est moi, de toute façon. J'ai pas le choix. Et je me dis, mais en fait, de mal le vivre, ça va rajouter du drame au drame, ça sert à rien. Donc, j'en rigole quand tu peux en rigoler. Quand il y a besoin qu'on me relève, je demande de l'aide ou voilà, je tourne. Enfin, voilà. Après, on trouve des petits tips si on n'est pas à l'aise avec ça. Mais quand on est entouré de personnes qui sont bienveillantes, en fait, finalement, ça va tout seul. Et pour le coup, là, la coach qui me suit depuis 3 ans, elle est vraiment géniale. Elle adapte. Elle le sait même maintenant directement. Je suis allée la voir. Pour le coup, par contre, j'avertis toujours un peu avant quand je sais qu'il y a des choses que je ne pourrais pas faire. Je vais voir la personne en question en lui disant, bah voilà, j'ai eu une arthrodèse. Il y a certainement des mouvements que je ne pourrais pas faire. Mais par contre, voilà, propose-moi autre chose. Avec grand plaisir, je le ferai. Et du coup, maintenant, d'elle-même, elle donne l'exercice à tout le monde. Puis elle vient me voir et elle me dit bon, Zoé, toi, du coup, tu fais ça. Et elle alterne. Et en fait, il y a toujours des solutions. Donc, je pense qu'il faut vraiment pas se priver de faire du sport par peur de ne pas pouvoir faire comme les autres. En fait, on pourra quand même faire. Enfin, vraiment, pour le coup, il y a quelques petites choses qu'on peut pas faire. Mais il y a toujours des alternatives à faire, en fait, différemment.
Et pour le coup, voilà, faut vraiment pas se priver. Moi, je me prive pas du tout. Et j'en rigole quand je vois que, que je peux pas le faire et c'est tout, quoi. Ouais, et puis être vraiment dans ce côté-là de l'adaptation, c'est aussi la question d'identité. C'est vraiment de, comme tu disais, de sortir de ce truc de se dire, ben, c'est mon dos, c'est l'histoire de mon dos et ça doit devenir l'histoire de ma vie. Ben, vraiment, enfin, peut-être que non, finalement, tu vois. Genre, il y a vraiment un truc de, tu peux te définir par autre chose. C'est pas parce que tu as vécu ça dans ton enfance que ça doit continuer à être comme ça. Même, ça me fait penser aux douleurs, tu vois, le rapport avec les douleurs. C'est Mm. aussi chose sur lequel il y a toujours des moyens de faire, des adaptations. C'est vrai qu'il y a des choses dans le dos et il faut pas le nier. Enfin, tu vois, il y a du matériel, etc. Il y a des choses qu'il faut faire gaffe. Mais ça n'empêche qu'il y a plein d'endroits où on est complètement capable de faire plein de choses, tu vois. Et en même temps, je me souviens de mon médecin qui me disait qu'en fait, ma colonne vertébrale était plus solide que la colonne de tous les autres parce que la mienne, elle était en titane, quoi. Et que du coup, finalement, elle était encore plus solide qu'une colonne vertébrale normale. Et du coup, je m'étais dit, ah ok, ça me donne un petit truc finalement en plus parce que voilà, ma colonne est encore plus solide finalement que celle des autres. Et pour revenir sur les douleurs, du coup, ce que je trouve aussi hyper intéressant, c'est que la période un peu de latence que j'ai eue quand j'ai fait mes études, où je faisais beaucoup moins de sport. C'est la période, je pense, où j'ai le plus souffert de mon dos. J'avais des douleurs dans les cervicales. Alors moi, c'est beaucoup au niveau des cervicales que j'ai mal parce que du coup, c'est une des seules parties pardon, qui est mobile et où du coup, je prends un peu tout le temps. Et j'ai eu mais des douleurs. J'ai essayé de trouver des solutions. Alors j'ai acheté un oreiller mémoire de forme. Alors c'était super. Franchement, ça m'a vraiment beaucoup aidé pour le coup. S'il y en a qui vivent ça aussi. Et en fait, sans jamais trop me dire, bah c'est le sport qui te manque. Et, et au bout d'un moment, je me suis quand même posé la question de me dire, non, mais j'en ai marre en fait d'avoir mal au dos, je sais pas quoi faire. Et en fait, j'ai repris le sport. Et depuis que j'ai repris le sport, je n'ai plus mal au dos. Et c'est vraiment, enfin, pour moi, c'est le meilleur médicament. Je suis pas très médicament, enfin, je n'en prends pratiquement pas du tout. Et pour le coup, c'est la meilleure chose à faire pour notre corps, pour qu'il soit en bonne santé, c'est de faire du sport. Mais enfin voilà, je parle pas forcément de faire du sport à intensité ou à haut niveau, ou juste de se mettre en mouvement. C'est le plus grand service qu'on peut rendre à notre dos particulièrement et à notre corps, je pense vraiment. Exactement. Peu importe à quoi ça va ressembler, si c'est même euh, enfin, pour s'assouplir, pour le yoga, euh, le pilates, même la piscine, c'est des choses où on n'a carrément plus idée de la lourdeur de son corps. Ça peut être aussi des premiers, enfin, un des premiers sports qu'on peut reprendre facilement. Donc vraiment aller aussi vers ce vers quoi vous avez envie d'aller, quoi. Enfin, ce qui vous appelle en premier, sachant que, enfin moi par exemple quand j'étais au Portugal, j'ai repris la boxe. Et Mm. la petite Suzanne, elle aurait jamais pensé de sa vie qu'elle pouvait faire ça, tu vois. Donc il y a Mm. des choses que vous allez découvrir sur le chemin. Euh, Mm. pas de tout connaître maintenant tout de suite et de tout faire. C'est juste de commencer par quelque part, enfin par un endroit. C'est ça, et puis en plus, c'est marrant parce que pour le coup, j'ai testé, alors autant j'adore quand ça envoie, quand ça pulse vraiment, mais je fais du pilates aussi à côté, et en fait, c'est tout en douceur, dans de la respiration, des étirements, et en fait, si on n'est pas très sport, enfin, sport vraiment physique intense, le pilates, c'est une super, enfin, ou yoga, enfin, peu importe, mais il y a des super alternatives voilà, pour le faire en douceur, et vraiment, ça fait du bien, et ça fait du bien aussi à la tête, et du coup, quand notre tête va bien, notre corps va bien, enfin, tout s'aligne assez rapidement, je trouve, quand on a une activité comme ça qui nous fait du bien physiquement et mentalement. Exactement. Euh, on avait parlé un petit peu en privé et tu m'avais dit que tu faisais des recherches sur la mobilité du bassin. Mm. Qu'est-ce qui t'a amené à là? Et peut-être que qu'est-ce que tu as découvert finalement que tu n'aurais pas su autrement? Alors pour le coup, c'est ce que je disais avec mon arthrodèse. Moi, j'ai eu beaucoup de douleurs au cervical euh, et je suis tombée enceinte. Et pour le coup, là, mon corps a changé beaucoup, forcément, avec une grossesse. Alors les douleurs au cervical me laissent plutôt tranquille, donc c'est chouette. Mais alors par contre, au niveau des lombaires, parce que du coup, mon opération, elle est vraiment en plein milieu, donc elle me laisse un peu mes cervicales et un tout petit peu mes lombaires de libre, mais tout le reste, du coup, c'est figé par la barre. Et sauf qu'en fait, pendant la grossesse, notre ventre pousse à l'avant et du coup, naturellement, la femme enceinte cambre pour compenser.
Sauf que du coup, quand on a été opéré, on n'a pas la même mobilité qu'en fait quelqu'un qui n'a pas été opéré. Et en fait, mais j'ai eu des douleurs où je me disais, mais il va falloir que je trouve une solution parce que je ne peux pas me lever de mon canapé toute seule, je ne peux pas monter mes escaliers toute seule. Enfin, j'avais vraiment, vraiment très mal. Euh, et où du coup, en fait, j'ai continué le sport sur le début de ma grossesse tout à fait normalement. Après, du coup, mon ostéo m'a dit, là, on va s'arrêter parce que du coup, je continue à courir, etc. Et il m'a dit, là, la course, en fait, avec le dos, avec l'opération, avec enfin voilà, en tout cas dans mon cas à moi, c'était pas forcément l'idéal du tout. Et du coup, j'ai essayé de continuer le sport normalement, mais du coup en adaptant, où en fait je faisais plus ouais, tout ce qui était abdos profonds, tout ce qui tirait trop sur le bassin. Et pendant longtemps, je me disais, mais c'est mon bassin, j'ai mal au bassin, j'ai mal au bassin. Et en fait, mon monsieur m'a dit, mais en fait, non, t'as mal au lombaire parce que ta colonne, en fait, est figée fin, sur une immense partie et que là, il n'y a plus que tes lombaires pour faire le boulot, en fait, pour pousser ton corps à l'avant. Donc, pour le coup, donc, l'ostéopathie, ça m'a quand même vachement aidé. Et j'ai eu des périodes où j'avais vachement mal, des périodes où j'avais moins mal. Je me disais, mais je sais pas ce qui fait que des fois j'ai mal, des fois j'ai pas mal, j'arrivais pas à comprendre. Alors j'ai acheté un gros ballon, comme les ballons de pilates ou de grossesse, enfin peu importe, des ballons gonflables, quoi, où du coup j'ai fait pas mal de mobilité de bassin. Sur des étirements, sur voilà, des mouvements de rotation. Quand je m'assois, au lieu de m'asseoir dans mon canapé, des fois je m'assois juste sur mon ballon, en fait, histoire d'être en mouvement tout le temps. Euh, et en fait, j'ai eu une période là sur la grossesse où on a fait pas mal, on est parti sur des week-ends, on a beaucoup marché, on a visité des villes, etc. Et je me disais, oh là là, je sais pas comment je vais supporter ça, je vais avoir super mal au dos. Et en fait, je n'ai plus aucune douleur. Et je me suis dit, attends, il y a un truc à explorer là. Comment c'est possible que plus j'en fais, moins j'ai mal parce qu'on marchait, on marchait 10 000 pas par jour au moins. Enfin, vraiment, on était assez actifs. Et du coup, je me dis, ok, là, il y a un truc à explorer. Qu'est-ce que c'est? Et ben en fait, c'est la marche simplement. Parce que pour le coup, courir, c'est plus possible. Et du coup, en rentrant, alors après, voilà, en faisant très attention, enfin voilà, je voyais avec ma sage-femme, parce que du coup, voilà, chaque grossesse est différent, donc faut vraiment bien voir avec ses professionnels de santé aussi ce qui est possible ou pas. Pour le coup, voilà, j'ai ralenti un petit peu à d'autres moments parce qu'on a eu des petites frayeurs, enfin bref. Et en fait, je disais, mais la marche, est-ce que c'est bon? Et du coup, elle me disait, bah, en fait, pas dans l'excès, voilà, mais déjà, si vous arrivez à faire 6 000 pas par tous les jours, c'est déjà énorme en fait. Voilà, il y a des femmes enceintes qui ne peuvent pas le faire, qui souffrent du coup. Vous pouvez le faire, allez-y, ça vous fait du bien. Et pour le coup, je le vois, la semaine dernière, il faisait très chaud, j'ai pas pu aller marcher, j'ai repris mes mal en bas du dos, mais vraiment très mal. Et dès que je me remets à marcher, je sens que vraiment les douleurs disparaissent, mais comme par magie, quoi. Enfin, donc je me dis, bon, bah, pourquoi s'en passer, en fait, juste de marcher ça fait du bien. Donc voilà, en fait, le bassin, pour le coup, il a aussi un rôle hyper important. Et moi, je m'étais jamais trop posé la question parce qu'avec mon dos, j'ai jamais été trop embêtée par mes lombaires. Parce que je dis le bassin, mais en fait, c'est les lombaires pour le coup. Et du coup, voilà, j'ai trouvé un peu tous ces petits tips pour améliorer mon quotidien et ça fait vraiment, vraiment bien le taf. Ouais, et puis c'est vraiment le truc de l'avoir au quotidien, même si c'est juste de la marche, on parlait de l'importance du Oui, sport, et c'est vraiment l'importance du mouvement en fait. c'est ça. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que en effet, on est rigide quand même une bonne partie du dos, Ouais. que du coup le corps compense, que ça soit en haut comme en bas. Et en fait, plus on fera de mouvements, peut-être davantage que d'autres personnes, mais en fait, ça nous fera vraiment beaucoup de bien comparé Mm, à juste rester assis ou même faire un truc enfin, pendant 1 heure ou 1 heure et demie une fois par semaine. Ça sera mieux de faire 30 minutes de marche tous les jours en fait. Pour le... mm. Donc, Je me ouais, disais, bon, bah, repose-toi si t'as mal. Et en fait, plus je me reposais, plus j'avais mal. Je me disais, mais il y a un problème. Et en fait, se reposer, c'est pas forcément rester dans son canapé sans rien faire. En fait, se reposer, ça passe aussi par finalement aller se balader, en fait, le matin. Enfin, voilà, et faire des choses qui nous font du bien, finalement. Voilà, c'est hyper important. et le corps et le mental sont liés, hein. Donc, on Ouais. n'est pas un corps à côté d'un mental, on est une même personne. Donc, c'est vrai que ça a aussi des bienfaits pour le reste de la journée, tu vois, même si c'est un truc le matin que tu fais. Euh,
Est-ce que tu as trouvé que toi, on t'avait pas mal, enfin, on t'avait bien informé sur la vie d'après, justement, sur le côté de la mobilité, les limites, les adaptations? Ou est-ce que c'est quelque chose plutôt que tu as dû aller chercher au fur et à mesure par toi-même? Alors, je me souviens que quand j'ai été opérée, je crois que j'ai eu un rendez-vous après pour vérifier que tout allait bien. Et en fait, mais c'était vraiment pas longtemps après. Et après ce rendez-vous, on m'a dit, bon, bah, on se revoit dans un an. Et là, je m'étais dit, mais comment ça, dans un an? Je passais d'une intensité, en fait, de rendez-vous médicaux on se revoit dans un an. Donc déjà, ça m'a fait un peu drôle. Et un an après, j'y suis retournée. Et là, on m'a dit au revoir. Et du coup, je me suis dit, mais comment ça, au revoir? Et comme si, en fait, finalement, mais on appartenait à ce statut quand même un peu de, voilà, avec tout le suivi médical, et d'un coup, on nous lâchait, enfin, j'ai eu un peu ce sentiment-là de me dire, mais et si j'ai encore besoin de vous finalement, comment je fais? Et pour le coup, c'est là que ça m'a beaucoup aidé aussi d'avoir mon entourage, voilà, ma maman qui est infirmière. Et pour le coup, en fait, ça m'a pas manqué parce que j'ai eu les réponses dont j'avais besoin quand j'en avais besoin. Alors, il m'avait vachement euh, dit, entre guillemets, ce que je pouvais faire, pas faire, etc. Mais dès que j'avais un doute, finalement, je posais la question et je me faisais aussi beaucoup confiance. Enfin, franchement, donc ça, pour le coup, je dirais que oui, j'ai eu les réponses quand j'en avais besoin, mais parce que j'ai eu cette chance-là aussi d'avoir mon entourage qui était dans ce corps-là, parce que sinon, honnêtement, à l'époque, en plus, aucune info sur Internet, je veux dire, c'est des choses dont on parlait pas du tout. Autour de moi, je n'avais personne qui avait été opéré, donc c'est pour ça que je parle beaucoup je me faisais confiance, parce que vraiment, en fait, j'avais que ça pour moi. Ouais, quand même, la vie de mes parents, mais c'est tout en fait, parce que pour le coup, ouais, au niveau médical, ben, voilà, on a fait le rendez-vous et après, bon, bah, c'était bon, quoi. Maintenant, au revoir, vraiment. La machine est réparée, vous pouvez C'est partir. Ouais, c'est vraiment ça. C'était un peu ça, quoi. Bah, après, il y a aussi tout ce qui est kiné. Peut-être ça peut Oui, être une source où on peut enfin, trouver enfin, des réponses à nos questions. Mais je suis assez d'accord avec toi. Dans un an, et puis après dans 5 ans, et oui. après 25 ans, et je suis là, non mais à 25 ans, il a le temps de se passer des choses. Et moi, j'en ai même pas eu à 25 ans, je crois. Ben moi non plus. Ah oui. Je crois qu'on m'avait dit le prochain, ça sera à 25 ans. Je suis là. Ah, non, moi, au bout d'un an, on m'a dit au revoir. J'ai dit bon, bah ok. Mais c'est vrai que la puissance d'Internet aujourd'hui, elle est vraiment enfin, cruciale finalement. Parce qu'on peut poser beaucoup de questions. Moi, je sais que Carrément. tu peux. Ouais, il y a plein de filles qui ont besoin de savoir comment ça se passe, etc. Nous, à l'époque. Après, ça nous a ramené, comme tu dis, à la confiance en notre corps, Oui. à la confiance en soi aussi. Il n'y a C'est-à-dire. pas tout comparé, je pense aussi. Mm, Parce que finalement, enfin, moi, je pouvais pas me comparer à qui que ce soit parce que j'avais personne dans mon entourage qui avait ça. Et bon, bah finalement, si je peux me référer à personne, alors ça peut être autant déstabilisant que finalement de se dire, bon, bah je le vis comme je le vis parce que de toute façon, je ne sais pas comment je peux le vivre autrement en fait. ouais. Et je Est-ce me souviens d'une des premières fois, excuse-moi, je me souviens d'une des premières fois où j'ai vu sur les réseaux sociaux, et ça remonte à il y a pas mal d'années quand même, quelqu'un avec un corset. Et ça m'avait fait drôle parce qu'en fait, c'était une fille qui postait en fait ses looks du jour avec son corset. Et je m'étais dit, waouh, genre, enfin, j'avais eu un peu ce truc-là de me dire, mais enfin, je trouve ça génial de pouvoir en parler aussi facilement. Et qu'est-ce que j'aurais aimé en tant qu'ado pouvoir quand même me reconnaître à travers des personnes comme ça qui ont confiance en elles, qui s'assument, qui s'affichent comme ça sur les réseaux avec un corset, alors que moi j'essaie de le cacher quand même un peu. Et du coup, je me disais, mais c'est génial en fait, pour le coup, de pouvoir le faire enfin, maintenant, de pouvoir se montrer comme ça avec les réseaux. J'avais trouvé ça vraiment chouette. Ouais, la puissance des réseaux sur ce côté-là, elle est Mm. incroyable. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais aujourd'hui que tu n'aurais jamais imaginé pouvoir faire avant? Enfin, tu vois, au moment de l'opération, par exemple. Mm. J'ai pas l'impression parce que j'ai toujours eu cette énergie de vie qui fait que je pense que j'ai toujours eu confiance en la vie et que je me disais que tant que j'avais envie, que j'avais l'espoir, j'y arriverais quoi. Donc
Je pense pas. Après, par contre, ça m'a amené sur des chemins peut-être que j'aurais pas emprunté euh, si j'avais pas eu cette histoire-là. Par exemple, je pense à la photo. La photo, ça a toujours fait partie de ma vie. J'adore la photo, j'adore prendre des photos tout le temps. Euh, et j'ai eu à un moment donné besoin aussi de connecter encore plus avec ma féminité parce que quand on vit ça, surtout à l'adolescence, il y a quelque chose qui est quand même abîmé, enfin qui est touché vraiment dans sa profondeur, je trouve. Notre corps change et en même temps il est enfermé aux yeux des autres. Il y a quelque chose qui est pas évident. Et je pense que j'ai eu besoin aussi de me réconcilier un peu avec cet ado qui avait souffert de ça, arrivé à l'âge adulte. Et pour le coup, la photo qu'on appelle boudoir, du coup, c'est de la photo en sous-vêtements, avec voilà, des parties du corps en gros plan ou des petites parties. Et pour le coup, ça, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé pour m'assumer encore plus peut-être et me dire ouais ok ton corps est beau dans son entièreté malgré du coup malgré ses cicatrices malgré tout ça et pour le coup c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup aidé à reprendre confiance en mon corps en moi même si je me disais oui, bah oui, mais en fait finalement d'être derrière l'appareil, d'être pris en photo, un peu dans sa vulnérabilité quand même, hein, parce que voilà, c'est quand même un exercice qui est pas simple du tout, mais franchement qui est exceptionnel. Vraiment, c'est un boost de confiance en soi, d'appropriation de son corps, qui est hyper puissant. Et je pense quand on vit des choses comme ça sur son corps, c'est vraiment chouette de pouvoir l'explorer de cette façon-là. Et ça, je pense que c'est un chemin que j'aurais pas emprunté si j'avais eu cette histoire-là. Mm. Finalement, ça est devenu ta force pour te sentir ouais, assez forte. En tout cas, ça valait le coup d'aller regarder ça, alors que peut-être ça aurait pas été un sujet en fait. S'il y avait... Ouais, Mm. c'est vraiment ça. Et en plus, du coup, en fait, on rencontre, bah, pour le coup, les photographes que j'ai rencontrés, eux, ils ne font pas attention parce qu'ils voient des corps différents toute la journée. Et en fait, nous, on fixe souvent sur ces petits détails, mais finalement, en fait, le corps des gens, il est tellement différent d'une personne à l'autre et tous les corps sont beaux en fait, on fixe souvent, mais c'est humain. Dès qu'on a un défaut, on ne voit que ça. Et pour le coup, moi, ma cicatrice, je me dis toujours, oui, mais est-ce que ça vous dérange enfin, et je me disais, mais en fait, non, arrête de poser la question si ça dérange les gens. De toute façon, tu vas pas te l'enlever, ta cicatrice. Ça n'a pas de sens. Et finalement, bah voilà, après, bon, bah, on prévient parce que je me dis toujours, peut-être qu'il y a des gens qui sont aussi sensibles à la vue d'une cicatrice. Alors, pour le coup, les photographes, en général, ne le sont pas du tout. Mais du coup, voilà, ça fait aussi partie de la vie. Et ce qui est dingue, c'est qu'il n'y a pas longtemps, du coup, j'ai fait j'ai fait des photos pour un photographe qui veut faire une expo photo sur Lyon autour du corps de la femme, justement, et de ses particularités. Et en fait, il a pris en photo ma cicatrice. Et c'est ce que je te disais un petit peu la semaine dernière. Euh, il a pris en zoom. En fait, il y a un endroit de ma cicatrice où les fils sont mal résorbés. Et qui m'a longtemps fait complexer parce que je me disais, ah, ma cicatrice n'est pas parfaitement belle, elle n'est pas parfaitement lisse. Et il m'a dit, est-ce que tu sais que tu as un cœur sur ta cicatrice? Du coup, j'ai dit, mais comment ça, j'ai un cœur? Parce que, bon, je l'aime, ma cicatrice, mais je la vois pas à ce point-là en détail. Et en fait, il a fait un gros zoom et il me dit, bah, en fait, il y a des endroits où effectivement les fils sont mal résorbés. Et il me dit, on dirait que ça dessine comme un petit cœur. Et il a pris la photo, il me l'a montré, et effectivement, on dirait un petit cœur. Et du coup, j'ai trouvé ça tellement beau, et du coup, j'étais encore plus fière de ma cicatrice en me disant, ok, elle est vraiment stylée, quoi. On est badass avec la cicatrice. Ouais, c'est ça. Trop bien. Bah ouais, parce qu'en fait, ça fait partie des particularités qui sont toi, que Mm. toi, tu prends un peu comme des faiblesses, comme des choses que tu as envie de cacher. Et puis peut-être qu'il y a d'autres où t'imagines... Enfin, moi, j'aurais pas imaginé que ma cicatrice, pareil, ça soit ma force, que je la prenne Mm. aussi bien et que je sois... C'est presque comme un drapeau que j'ai envie de brandir, quoi. Genre, je suis là, ouh, c'est beau. Mais carrément. Ah là, tu vois, quand je te parle, j'ai les photos de mon mariage affichées sur mon mur juste en face de moi. Sur mes robes, j'ai d'immenses dos nus où on voit ma cicatrice et je trouve ça trop beau. Enfin, vraiment, en plus, pour le coup, j'ai eu cette chance-là en fait, de pouvoir moi-même dessiner mes robes de mariée parce que du coup, c'est une de mes tantes qui me les a faites sur mesure. Euh, et un de mes premiers critères, c'est je veux qu'on voit mon dos. C'est beau. Mm. Est-ce que, est-ce qu'il y a eu aussi des, peut-être des postures, des tenues ou des,
bah, comme tu disais, des angles de photos ou de ton corps que t'évitais de montrer, ou aujourd'hui encore que t'évites de montrer, enfin, que tu caches? Par rapport à mon dos? Ouais, 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 par rapport à ton corps en général, mais à ton dos, oui, en particulier, à tout ce qui s'est passé autour du corset, de l'opération. Quand j'avais le corset, etc., c'est quelque chose qui me. Oui, où là, j'étais pas à l'aise, mais une fois que j'ai eu juste la cicatrice, euh, c'était presque un peu l'inverse, où je pense que j'avais besoin de la montrer un peu à tout le monde, dans le sens où j'ai toujours. Enfin, je mettais pas forcément de dos nu, du coup, quand j'étais ado avec mon corset ou quoi, parce que bah, de toute façon, c'était pas joli. Enfin, voilà, il y avait quelque chose où ça me plaisait pas. Mais alors, par contre, une fois que je l'ai eu enlevé et que j'avais ma cicatrice, presque, voilà, elle trônait sur mon dos et ça me plaisait, quoi. Et j'aimais bien, même des fois, voir un peu les regards. Se dire ah il y a quelque chose là de différent et j'aimais bien un peu ce côté un peu provoque quand même à l'adolescence de montrer en disant bah voilà oui j'ai un truc différent regarde et après si tu veux on en parle mais c'est bon enfin voilà ça va pas en faire un sujet au moins c'est montré c'est dit c'est fait comme si voilà je voulais pas en faire un sujet en fait c'était comme ça faisait partie de moi je ne vais pas le cacher pour faire plaisir à je ne sais qui parce que finalement, en fait, moi, je trouve ça hyper joli de mettre un dos nu et je vais le porter, quoi, mon dos nu. Et après, à l'âge adulte, encore plus. Là, pour le coup je peux même volontairement le mettre en valeur, du coup, mon dos, avec des beaux hauts, des belles robes, parce que je trouve ça vraiment beau. Oui, ça veut dire aussi je pense que ça peut être aussi des caps qu'on peut avoir d'acceptation de ce qui s'est passé, de Mm, paix aussi par rapport à ce qui s'est passé, de pouvoir le montrer peut-être petit à petit, en tout cas davantage, de plus mm, question. Tu parlais du regard des autres, moi je l'ai beaucoup eu au lycée après. oui, En fait, ben, dans les salles de classe, t'as toujours quelqu'un derrière toi et donc automatiquement, si par exemple ton t-shirt il est un peu échancré, etc., au niveau du dos, ben oui, il y a quelqu'un qui va le voir ou tu vas mettre une robe pile poil pour que quelqu'un le voit, entre guillemets. mm, Et du coup, ça, je trouve qu'on l'a quand même vachement moins quand on est adulte. oui, Euh, Quand on revient au lycée, c'est quand même un vrai truc, tu vois, de... oui. Et même la posture, enfin pour le coup, moi du coup, je me suis toujours tenue très droite. Et je me souviens de mon premier jour de lycée, où du coup j'arrive dans un lycée où je vais être en internat, du coup je suis un peu loin de ma famille. Alors heureusement, je connaissais une ou deux têtes, mais en règle générale, je connaissais quand même pas grand monde. Et je me souviens la première montée des escaliers pour monter en classe. Et il y avait un groupe de terminales, de filles. Donc on est tous un peu impressionnés quand on est des petits, on arrive en seconde, elle est grande, elle est terminale. Et en fait, une fille qui fait une réflexion à ses copines, mais assez fort pour que je l'entende finalement, en disant oula, mais elle pourrait faire tenir les murs avec son dos. Et je me souviens de me dire, mais je m'étais dit que le lycée ce serait plus simple parce que plus de maturité, plus de par rapport au collège qui est très difficile, je trouve. Et du coup, ça avait été un peu de me dire, enfin, comme si ça s'effondrait un peu, de me dire, mais en fait, ce que j'avais imaginé du lycée et de me dire, ça y est, c'était derrière moi, tout ça, finalement, peut-être pas tant. Et ça m'avait un peu contrariée quand même. J'avais ressassé dans ma tête quand même pas mal de temps. Le soir, je me souviens, j'en parlais avec mes copines qui étaient au courant. Je leur disais, mais enfin, franchement, elle est quand même pas très maligne, quoi. Elle est en terminale. En plus, j'ai fait un bac service à la personne, hein, donc on est censé être dans le soin de l'autre. Enfin, c'est quand même. Et c'est là que je m'étais dit, mais en fait, c'est pas à moi d'être mal de ça, c'est à elle d'avoir honte, en fait, d'oser dire ça parce que je suis un peu différente. Mais on travaille avec les gens. Comment est-ce que sur une petite chose, enfin, sur n'importe quoi d'ailleurs, on peut se permettre de dire ça? Euh, et en fait, elle avait refait une réflexion, je ne sais plus ce que c'était. Et du coup, je lui avais dit, je lui ai dit, mais en fait, j'ai eu une opération enfin, au niveau de la colonne vertébrale. Je ne le fais pas exprès. Parce que oui, c'est ça. Elle disait de moi que du coup, elle me trouvait très hautaine parce que je me tenais très droite. Et du coup, je lui ai dit, mais je peux pas me tenir autrement parce que j'ai eu une opération en fait au niveau du dos. Et en fait, j'avais vu dans son regard le oh, mince quoi. Et du coup, c'est là que je me suis dit, ok, en fait, plus on éduquera les gens entre guillemets aux différences, plus ce sera simple en fait d'être différent parce que tout le monde a ses petites particularités et finalement, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. On n'est pas obligé d'en faire un sujet. Mais ça, c'est souvent revenu au lycée de me dire oui, mais tu fais très hautaine.
bah, juste parce que je me tiens droite, mais en fait, j'y suis pour rien parce que je peux pas me tenir différemment, je peux pas être avachie, moi. Donc, et à l'inverse, d'autres qui me disaient, oh là là, ta posture, je rêverais de me tenir aussi bien que toi. Et du coup, ça amène plein de différences. Et je pense que c'est là qu'il faut pas trop prendre pour soi et se dire, c'est de l'ignorance, en fait, finalement. Et quand on connaît pas, souvent, soit ça fait peur, soit ça interroge. Et les gens réagissent un peu différemment. Et du coup, vaut mieux éduquer, expliquer. Et finalement, voilà, après, on trace sa route et ça se fait tout seul, quoi. Ouais, et puis c'est le regard des gens en fait. C'est-à-dire, ils te Oui, regardent de. Enfin, tous les jugements qu'ils vont te donner, c'est leurs lunettes sur la vie. c'est Et ça. c'est pas toi et ton histoire, quoi. Oui, oui, mais c'est pour ça que les regards, faut pas y prêter trop attention parce que c'est humain, en fait, quand on croise dans la rue quelqu'un qui a une particularité, en tout cas pour nous, qui va un peu nous surprendre, naturellement, on va regarder, sans être trop insistant, mais c'est plutôt humain, en fait, de regarder ce qui nous attire ou ce qui nous interpelle. Mais après, voilà, faut pas en faire, enfin, voilà, les réflexions, voilà, vaut mieux se le garder pour soi, ou alors si on en entend, enfin, à notre rencontre, bah voilà, il faut pas hésiter à aller, enfin, à discuter finalement et à informer, éduquer les gens presque, parce que plus on éduquera, plus finalement ce sera quelque chose de normal. Mhm. À quel moment, toi, t'as commencé à parler un peu librement de ta scoliose, en fait, à en faire, je dirais, quelque chose qui t'appartient plutôt que quelque chose qui t'a été fait? Je pense que ça s'est fait un peu au fur et à mesure parce que du coup, bah en fait, dès qu'on rencontre quelqu'un, dès qu'on discute, dès que quelqu'un voit notre cicatrice ou que bah voilà, on va faire du sport, on est vite confronté quand même au. Moi, j'ai vite besoin, en tout cas, d'expliquer en disant, oui, bon, bah, effectivement, j'ai eu une opération, mais du coup, c'était plus dans le besoin de me justifier, je pense, quand j'étais ado, de pourquoi est-ce que je faisais ça, pourquoi je faisais pas comme ça. Enfin, voilà, plus ce besoin de justifier, de se dire, non, mais en fait, c'est parce que du coup, je me cachais un peu derrière ça, je pense. Et après, en arrivant à l'âge adulte, où c'était plutôt quelque chose de. Bah, en fait, si on a à en parler, on en parle. Si on n'en parle pas, on n'en parle pas. Mais ça faisait partie de moi, comme quand on peut me demander de me présenter. C'est pas le premier truc que je vais dire. Par contre, ça vient dans la conversation. Je vais tout de suite en parler et j'ai aucun problème avec ça. Donc, je pense que c'est venu à l'âge adulte où, bon, bah voilà, si on en parle, on en parle. Si on n'en parle pas, par contre, voilà, je vais pas forcément l'aborder à tout prix. Mais c'est un sujet où, en fait, si on parle d'opération, je veux dire, ah bah oui, je sais ce que c'est une opération, mais je vais pas forcément mettre en avant tout de suite le fait, bonjour, je m'appelle Zoé, j'ai été opérée du dos. Voilà. Ouais, c'est pas ton identité, elle tient. Non, mais ça fait partie de moi entièrement et je le renie pas du tout et je suis trop contente quand je peux en parler. Mais voilà, c'est pas la première chose que je mets en avant. Mhm. Quelle a été la place de la parole, enfin, du témoignage, tu vois, pour te sentir, toi, entière, apaisée aussi par rapport à ce qui s'était passé? Est-ce que, par exemple, en parler, ça aide, ça t'a plutôt aidé, ou est-ce que parfois ça a pu réouvrir aussi certaines choses, certaines Alors, douleurs? étonnamment, j'ai pas pu en parler moi avec des personnes qui avaient vécu la même chose. Par contre, quelque chose qui m'a aidé, je pense, à accepter et à même être fière, c'est le fait d'en parler avec des personnes qui allaient vivre la même chose. Euh, tout de suite après l'opération, j'ai ma maman qui m'a dit oui, j'ai l'amie d'une collègue qui est, il me semble que c'est en école de kiné, et qui fait son mémoire en fait sur les problématiques autour du dos, qui adorait pouvoir t'interviewer du coup avec ce que tu as vécu. Et je m'étais dit, mais je me sentais pas du tout légitime de rencontrer comme ça quelqu'un, alors que c'était, enfin voilà, c'était pas, il y avait pas de, c'était pas un truc très officiel ou quoi. On avait fait ça dans ma chambre, je me souviens, assis sur mon lit. Et du coup, je m'étais dit, waouh, alors on s'intéresse à ça, ok. Du coup, j'avais quand même ce petit sentiment de fierté. Et après, j'avais une fille, en fait, dans ma promo, entre guillemets, au collège, du même âge que moi, qui allait vivre la même opération. euh, et qui, du coup, m'a dit, bah, est-ce qu'on pourrait en parler? Parce que, du coup, j'ai peur. Et en fait, et après, avec quelqu'un de la famille, à un de mes cousins, pareil, qui allait vivre la même opération, qui était venu à la maison pour qu'on puisse en discuter. Et du coup, c'est plus dans le fait de pouvoir parler de ce que moi, j'avais vécu, de comment je l'avais vécu, où là vraiment ça m'a fait du bien en fait de pouvoir en parler, parce que je savais que c'était utile pour la personne à qui j'en parlais, mais moi vraiment il y a eu quelque chose qui s'est fait aussi en moi, euh,
qui m'a permis un peu, enfin, d'accepter vraiment ce que j'avais vécu, d'en être fière et voilà, je le racontais vraiment fièrement, hein, ce que j'avais vécu. Et du coup ouais, je pense que c'est vraiment là-dessus que moi, ça m'a aidé. C'est pas forcément de, de parler avec des gens qui avaient vécu la même chose, tout ça, j'ai pas trouvé pour le coup autour de moi, mais de pouvoir en parler à l'inverse et d'essayer d'aider au maximum ceux qui allaient vivre la même chose. Mais à aucun moment, ça a réouvert des choses qui étaient trop difficiles ou au contraire, c'était plus comme un accomplissement, comme une fierté de pouvoir parler de mon parcours. Ouais, c'est le parcours du héros, quoi. La traversée, tu le racontes presque comme une histoire. Enfin, c'est l'occasion, en fait, de le raconter vraiment. Parce que Oui, sans le raconter, tu te rends pas compte aussi de toutes les différentes étapes, les différentes épreuves. oui. Puis quand je le raconte, j'aime bien le raconter avec tous les détails un peu drôles et qui s'ajoutent à ça, en fait, oui, bon, bah, c'est pas fun parce que quand tu te fais opérer, il y a la sonde, il y a machin, il y a ci. Et en fait, il y a toujours des petites anecdotes un peu fun à raconter aux gens dans l'intimité. Et en fait, du coup, je trouve que ça rajoute. En fait, ça dédramatise. Vraiment, moi, c'est ce que j'essayais de faire, c'est de dédramatiser, en fait, ce truc-là qui peut faire hyper peur en racontant en fait des choses qui sont hyper drôles, qui sont hyper légères en fait. Je trouve que ça aide à se dire, ok, ça va être dur, mais c'est pas insurmontable et en fait, on peut le raconter après en souriant et en rigolant vraiment. Mm. Ouais, voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié. Ouais, ouais, c'est ça. Trop bien. Je m'étais noté une autre question sur plutôt le aujourd'hui, tu vois, tu travailles en pédopsie, donc avec des ados, des enfants, des ados qui traversent eux aussi des épreuves. Est-ce que tout ce parcours, toi, que tu as eu, ça change quelque chose dans ta façon d'être avec eux? Bah oui, mais c'est sûr. Mais parce que ce parcours, il me change moi. Enfin, il m'a changé moi vraiment. Et du coup, quand je travaille avec ces enfants, avec ces ados, je suis moi complètement. Parce que, alors oui, on est professionnel, mais moi, je suis moi quand je suis professionnelle. Je vais pas faire semblant. Et pour le coup, c'est emprunt, mais à 1000% de mon histoire. Euh, et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça aussi que j'aime autant accompagner les ados et quand même particulièrement les filles, parce que je sais qu'à l'adolescence, la construction de soi, le rapport à son corps, à la confiance en soi, à l'estime de soi, c'est hyper difficile. Euh, parce que j'y suis passée, parce que voilà. Et du coup, je mets vraiment un gros point d'honneur à essayer de leur dire à chaque fois qu'elles sont belles comme elles sont. Enfin, il y a vraiment quelque chose d'essayer de porter et de donner confiance parce que à chaque fois, je leur dis, mais vous êtes dans le pire âge que vous. Enfin, vraiment, vous allez voir qu'à un moment donné, ça s'apaise, ça va mieux. Et j'essaye beaucoup de travailler autour de la confiance en soi avec les jeunes, les valoriser au maximum, parce que je sais que c'est ce qui porte et le rapport au corps. Voilà, leur dire, mais en fait, je sais que les réseaux, ils sont pour beaucoup, par exemple, les images qu'on voit sur les réseaux. Et à chaque fois, je leur dis, mais c'est pas la vraie vie, vraiment. Enfin, voyez autour de vous, finalement, c'est ça les vrais corps, c'est ça les vrais gens, c'est ceux que vous voyez quand vous faites les magasins, c'est pas ceux que vous voyez quand vous ouvrez Instagram. Et du coup, je pense que pour le coup, moi, j'ai été assez épargnée à l'adolescence des images des réseaux sociaux parce que c'était pas encore non plus le truc. Mais je sais qu'à l'âge adulte, des fois, ça peut être difficile. Alors je me dis, mais mon Dieu, mais à l'adolescence, qu'est-ce que ça doit être dur. Et du coup, j'essaye vraiment autant que je peux d'être la plus bienveillante possible, voilà, dans le cadre de mon boulot et même à côté, enfin, peu importe avec qui, mais je travaille avec des enfants et des ados qui vont particulièrement mal à certains moments de leur vie, qui ont été fragilisés, qui ont vécu des choses qui sont terribles dans leur corps, dans leur personne. Donc j'essaye autant que je peux, en tout cas, de leur rendre ça le plus apaisé possible. Mm. De leur passer un petit bout de ta résilience à toi aussi. Ouais, c'est ça, Mm. c'est ça. Ouais, et puis de dire que c'est pas toute la vie, enfin l'adolescence, l'enfance, c'est pas toute la vie. Ça s'arrête Ouais. à un moment donné. Et même l'épreuve, enfin, ça me fait faire penser en t'écoutant, le corset, c'est interminable quand on le vit. Mm. En même temps, quand tu regardes derrière, tu vois, tu te dis, mais en fait, c'était quelques années. Alors oui, quand t'es dedans, mais comme toute Ouais. dans
l'épreuve, tu vois, quand t'es dedans, c'est l'épreuve du feu. Mais après, ça existe après. L'après existe. Gardez la foi. Et il est beau l'après, en plus, vraiment. Enfin, il y a vraiment quelque chose de profondément beau à vivre sur l'après. Et c'est ce que je dis tout le temps. Après la pluie vient toujours le beau temps. Il y aura toujours un moment donné où ça s'apaisera, où ce sera plus doux. Parce que des fois, on traverse des tempêtes et on se dit, mais on n'en sortira jamais. Mais si, on s'en sort toujours, vraiment. Ouais, puis ça peut être des cycles, on a l'impression que ça dure longtemps, mais enfin, si ça va pas, c'est que ça va remonter en fait. Oui, Mais et c'est pour ça que c'est hyper important de pouvoir se faire aider aussi, parce que voilà, on a tous plus ou moins nos forces et nos faiblesses. Et il y a des moments où c'est trop difficile. Euh, on n'a pas tous la chance d'avoir un entourage présent pour nous. Moi, j'ai eu cette chance-là. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Faut pas hésiter aussi à trouver des personnes ressources en dehors de sa famille ou auprès de professionnels. Enfin, vraiment, faut pas avoir parce qu'on vit déjà des choses qui sont pas simples. Si ça se rajoute, bah faut pas hésiter en fait à aller voir des personnes qui vont nous faire du bien. Euh, peut-être que ce sera une copine, peut-être que ce sera un professionnel de santé, peut-être que ce sera un coach de sport, peu importe de qui ce sera. Voilà, faut pas hésiter à pouvoir en parler, parce que c'est une vraie chance de pouvoir le faire que moi j'ai eu. Mais voilà, faut pas hésiter en tout cas à parler, à se renseigner, voilà, à s'ouvrir les portes. ouais, ne restez pas seul. Oui. Et aujourd'hui, du coup, Zoé, avec la grossesse, est-ce que ça change encore une fois ta relation à ton corps? Peut-être que tu as mis du temps à réapprivoiser. Est-ce que là, tu ressens aussi un nouveau cap? Ouais, c'est pas simple. Après, je pense que, enfin, je sais pas si c'est uniquement lié à mon dos, mais le rapport au corps qui change. Euh, En tout cas, pour moi, il est jamais très simple. Euh, et en même temps, c'est très paradoxal parce que je trouve le corps de la femme enceinte incroyablement beau. Vraiment, enfin, je trouve que c'est une des plus belles choses. Enfin, vraiment, même quand je me regarde dans le miroir, que je regarde mon ventre, je me dis, mais waouh, la vie est tellement belle et tellement bien faite. Et en même temps, quand je me projette, alors c'est plus l'après qui me, qui me fait un peu plus peur de me dire, l'après-grossesse, les changements du corps, parce que là, mon corps abrite mon bébé, donc finalement, il peut changer, j'ai aucun problème avec ça. Même si rapidement sur une photo, je me dis, ah, mais là, mon bras est trop gros, machin. Enfin, mais en même temps, je me dis, bon, c'est aussi pour le bien-être de mon bébé que je prends ce poids, entre guillemets. Euh, mais l'après-grossesse, j'appréhende un peu plus sur le fait de comment je vais retrouver mon corps qui finalement aura changé, et c'est normal, il aura accueilli mon bébé. Mais du coup, voilà, quand on a vécu, je pense, avec un corset, avec une image du corps qui peut être biaisée, et quand on apprend, enfin, quand on se le réapproprie, et que finalement, bah voilà, la vie fait qu'il y a un nouveau changement. Je ne sais pas encore trop comment je vais pouvoir vivre ces moments-là, donc j'essaye de l'imaginer avec le plus de douceur possible envers moi-même et d'être la plus bienveillante possible envers moi-même. Mais on pourra en parler certainement sur le dernier épisode qu'on fera sur l'après-grossesse. Mais voilà, je ne sais pas. Je suis pas sûre que ce sera forcément évident. Et en même temps, j'essaie d'être douce avec moi-même parce que mon corps est fort et ce qu'il fait, c'est exceptionnel, quoi. Ouais, il est puissant, il a déjà traversé plein de choses et donc ça, Oui, euh, il a déjà fait, mais en tout cas, il a déjà connu des choses de ce type-là de résilience, quoi. et qu'il soit capable de porter la vie en étant autant en forme, je me dis, il est quand même hyper fort, quoi, parce que j'ai la chance de pouvoir continuer le sport, alors que, bah, arthrodèse plus grossesse plus, ou voilà, je m'étais dit au début, bah, je ne sais pas comment ça va pouvoir se passer. Finalement, en fait, je me sens hyper forte dans mon corps. Et du coup, je me dis, bon, voilà, sois indulgente quand même avec lui parce que il porte ton bébé et en plus, il fait du sport, quoi, et il se met en mouvement tous les jours et voilà quoi. Donc La- c'est un travail constant un peu, je trouve. Trop bien. Merci Zoé. On va juste clôturer avec une dernière petite question. Aujourd'hui, si tu devais mettre un mot, ou ça peut être un mot, mais une image, une phrase, sur la relation que tu entretiens avec ton dos particulièrement, ça serait quoi? Alors je ne sais plus quand est-ce que c'était. Ça devait être en 2020.
donc pendant mes études supérieures. Euh, donc après le lycée, voilà, au milieu de mes études supérieures, je dirais, je suis allée me faire tatouer. Euh, et je me suis fait tatouer au niveau de ma cicatrice. Et du coup, je me suis fait tatouer le mot acceptation. Et je pense que c'est la plus belle des images que je pourrais te donner sur tout ça parce que c'est comme si ça m'était, voilà, ça ancrait, pour le coup, c'est vraiment ça, ça ancrait en moi euh, ce cheminement où je l'ai accepté et j'en suis même fière, mais il y a un vrai travail d'acceptation quand même de tout ce que j'ai vécu, et voilà, j'ai eu besoin en tout cas de me le faire tatouer et du coup, pour le coup, ma cicatrice, on peut pas trop la louper parce qu'il y a un tatouage au-dessus qu'on voit vraiment, qui est en évidence en haut de ma cicatrice. Donc voilà, je pense que c'est vraiment l'acceptation de tout ça et une vraie fierté aussi de l'avoir vécu. Trop bien. La symbolique est très belle. Mm, Et je te rejoins sur la fierté. C'est fou d'ailleurs, la puissance qui vient derrière de se dire, enfin ouais, la fierté d'avoir traversé ça, de se dire, waouh, genre j'aurais mm. jamais vraiment cru que j'aurais pu le faire. Et waouh, incroyable. Ouais, parce que je pense que les gens se rendent pas compte, enfin, tant qu'on ne le vit pas, mais comme n'importe quelle épreuve, tant qu'on ne vit pas les choses, je pense qu'on peut pas se rendre compte à quel point c'est intense à vivre, vraiment. Mm. Trop bien. Merci Zoé pour ce troisième épisode. Merci. Ouais. Avoir parlé du sport, peut-être des remarques aussi qu'on garde, qui ont été faites par d'autres personnes, de cette fierté, aussi de son corps, de sa cicatrice. Euh, Ce que je retiens moi, c'est, et je pense que c'est un truc avec lequel on peut repartir, c'est vraiment que se réapproprier son corps après une épreuve, mais même en général, tu vois, c'est pas un moment, c'est un mouvement, c'est quelque chose qui est pas linéaire, qui est parfois on a l'impression que c'est lent aussi. Donc c'est vraiment ce côté-là, tu vois, c'est pas un moment en particulier, c'est toute une accumulation de petits moments, de petite confiance en soi qu'on reprend au fur et à mesure. On se retrouve très vite avec l'épisode 4 avec Zoé, parce que ton histoire, elle s'arrête pas là. Au grand contraire, il y a un nouveau chapitre qui commence. On a commencé à l'aborder avec la grossesse, avec des nouvelles questions aussi qui arrivent. Et je pense que beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous, vont se reconnaître aussi là-dedans, dans ce nouveau passage-là. Donc, ben, si cet épisode-là déjà t'a parlé, tu peux le partager avec quelqu'un qui traverse une épreuve de santé, une épreuve au niveau de la scoliose également. Et puis on le disait, ne pas rester seul, donc si tu veux aussi être accompagné pour te préparer à tout ça, n'hésite pas à m'écrire sur Instagram. Voilà, Zoé, si tu as envie de rajouter un petit truc. Et puis après, on se retrouve dans le prochain épisode. Non, c'est tout. Merci beaucoup en tout cas, Suzanne. Si, bye bye. Merci d'avoir écouté Bibac. Si ce podcast vous a aidé ou touché, pensez à laisser une note ou un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça aide énormément à le faire connaître à d'autres qui traversent une épreuve de santé et pourraient en avoir besoin. Si vous souhaitez aller plus loin et bénéficier d'un accompagnement personnalisé avant et après une opération ou un traitement médical, découvrez le programme Éléments, l'aide sur mesure dont vous avez besoin pour traverser cette période avec plus de sérénité et de confiance. Pour en savoir plus ou réserver un appel, contactez-moi via le lien en description de l'épisode ou directement sur Instagram. Vous n'êtes pas seul, je suis là pour vous accompagner à chaque étape. À très bientôt dans Bibac.